tu as où tu as des blocs électriques, etc., soit séparés. Au cas où il y aurait un incendie, parce que là, tu es sorti avec ces... Elle veut tout voilà. démolir. Elle va à l'architecte, c'est lui qui a conseillé, c'est ça? Voilà. Elle ne peut démolir. FEI Bezeki. Messieurs, dames, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir de vous revoir chez nous pour notre 5e conférence dans cette série sur l'antisémitisme dans le sens large avec le professeur Manor. D'habitude, je résume le développement de l'antisémitisme depuis notre dernière réunion. Je crois qu'il y en a deux choses que ni l'un ni l'autre est dramatique, mais qui donnent quand même une indication. La première est qu'en effet, après la publication que la Fondation Ford aux États-Unis avait en réalité financé tout le festival de la haine à Durban, parce que la ONG palestinienne qui avait organisé ça a été financée en partie par par la Ford Foundation, et la Fondation a offert ses excuses et a fait des amendes. Mais il y avait dans les textes qui ont été publiés des choses très intéressantes, entre autres, qui étaient les autres qui avaient financé la ONG palestinienne. Et si je vous demande de deviner quel pays européen avait donné à peu près autant d'argent que Ford, je ne crois pas que vous le devinez facilement. La France. La France, non. L'Allemagne. L'Allemagne et la Suisse. Alors, 3 pays, je vous laisse 2 autres choix. La Hollande. La Hollande, non. La Belgique. La Belgique. Non, écoutez, on a déjà passé pratiquement, le Grand-Duché du Luxembourg. Le Grand-Duc lui-même. Non, le Grand-Duché de Luxembourg, la Fondation Ford avait donné 1,1 million de dollars, le Grand-Duché de Luxembourg avait donné 850 000 dollars. Ce qui fait quand même voir que l'antisémitisme européen est un antisémitisme assez répandu. La deuxième chose, évidemment, est l'histoire des derniers jours de la Suède, qui nous porte à 2 ou 3 des grands motifs de l'antisémitisme aujourd'hui. D'abord, la haine de soi des Juifs et des Israéliens, ou certains Israéliens au moins, parce que l'artiste, soi-disant, est un Israélien. Et deuxièmement, on voit qu'en effet, le pire des choses, on trouve partout où il y a liberté absolue. Maintenant, c'est la liberté des artistes. Ce que nous avons vu dans les 2-3 dernières années, c'est dans les autres lieux soi-disant libres absolument, l'académie, l'université d'un côté et l'Internet de l'autre, avec l'artiste. Vous voyez que les lieux où il y a liberté absolue, la haine des Juifs se développe librement. Professeur Manor, vous êtes certainement bien connu. J'admire beaucoup le travail qu'il fait à la CMIP sur les livres scolaires dans les pays arabes, les Palestiniens, les pays arabes. Il a résumé ce travail dans un livre que vous pouvez acheter dans la librairie Vice Versa, le manuel scolaire palestinien, une génération sacrifiée. Pour les vidéos, parce que ça va dans la bibliothèque nationale, alors c'est comme ça, on le tient pour l'éternité. L'autre livre important qu'il a écrit sur la résolution zionisme et racisme, l'histoire de cette résolution des Nations Unies, c'est un livre en anglais, To Right a Wrong. J'avais pensé que c'était une bonne idée
d'inviter le professeur Manor Yohanan ici parce que disons, ce qu'il a écrit et ce qu'il a dirigé, que les autres ont écrit sur le livre scolaire, vous pouvez trouver sur l'internet. Il sera certainement avec beaucoup de plaisir, vous l'enverra. Il vous l'enverra les documents. Mais ce qui est beaucoup moins connu sont les réactions des Européens à ces publications. Les Européens ont financé une partie de ces publications de la haine et c'est extrêmement important, pas seulement vers les Palestiniens, mais dans notre connaissance de l'Europe. Ça commence à être extrêmement clair que le rôle de l'Union européenne, je dirais, c'est un rôle dans l'antisémitisme, un rôle hermaphrodite. D'un côté, ils sont les incendiaires de l'antisémitisme. Il n'y a pas de doute que l'Union européenne, à Bruxelles est incendiaire. De l'autre côté, il n'y a pas de doute qu'il essaie aussi d'éteindre le feu. Donc, on a ce rôle extrêmement ambivalent et ambigu. Et je crois que pour Israël, pour les Israéliens, est extrêmement intéressant de commencer à comprendre le maximum d'éléments de ce rôle double. Peut-être, vous voulez une autre métaphore, le vieux dieu Janus romain avec une face. Il faisait la paix, avec l'autre il faisait la guerre. C'est quand même fait partie de la grande tradition européenne. Vous êtes venu ici pour Yohanan, alors je m'arrête. Et... תודה רבה. Merci beaucoup pour cette présentation à laquelle je voudrais faire quelques petits compléments. Premièrement, il y a un ouvrage dont je suis très fier et je n'ai pas du tout donné de curriculum, tout ça, mais je voudrais mentionner ici parce que c'est le premier livre que j'ai publié et je crois que j'y ai mis toute mon énergie, toute ma foi aussi. C'est un ouvrage sur le sionisme que j'ai publié chez Gallimard il y a quelques années dans la collection d'archives. Ça s'appelle Naissance du sionisme politique. Et je crois qu'aujourd'hui, où il y a tellement d'interrogations au sein du peuple juif en Israël sur le sionisme, je pense que c'est important d'avoir ceci en tête, comment est né le sionisme politique, celui qui a permis de créer un État d'Israël. Et avec tout ce que ça signifie. Et lorsque je le mentionne pour mémoire, c'est un livre auquel je tiens beaucoup, pour ça je le mentionne. Deuxième observation que je voulais faire, c'est que mon exposé va porter sur l'Union européenne, comme l'indique le titre, et pas sur les pays européens. C'est une différence importante. Bien que de ci, de là, je vais toucher à la position d'un certain nombre de pays européens, vous verrez tout de suite pourquoi. Mais l'essentiel de mon exposé, on pourra voir ça dans les questions si vous voulez aussi, c'est quand même l'Union européenne. Et c'est le sujet, et c'est aussi ce qui est le plus important. C'est aussi ce qui est le plus important, malgré tout. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième remarque que je voulais faire, c'est que je crois qu'il ne faut pas oublier que l'association dont je suis le vice-président et dont M. André Marcus est le président, André Marcus qui vit en Europe, qui s'appelle le CMIP, le Center for Monitoring the Impact of Peace. Je n'aime pas du tout le traduire en français parce que ce n'est pas la même chose. J'ai essayé de chercher le terme monitoring en français. C'est difficile. En fait, c'est surveillance, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de traduction parce qu'il y a dans le terme monitoring, il y a plusieurs activités, mais peu importe. Et donc,
une des activités de CMIP, ce n'est pas seulement l'analyse des manuels scolaires palestiniens et arabes, c'est aussi l'analyse des manuels scolaires israéliens. Nous avons également publié 2 rapports sur les manuels scolaires israéliens. Et donc, ce n'est pas simplement une question d'équilibre, c'est une question de savoir comment les peuples de la région, les États de la région, en fin de compte, se considèrent les uns les autres et qu'est-ce qu'ils enseignent les uns sur les autres, y compris Israël. Donc c'est juste une rectification que je tenais à faire parce qu'elle était importante pour bien situer le travail de CMIP. Alors, pour en revenir au sujet, puisque c'est de ça qu'on va s'entretenir maintenant, je dois dire tout de suite que c'est possible que vous allez avoir une surprise dans ma présentation. C'est-à-dire, d'emblée, je peux vous dire que l'analyse auquel j'ai été amené à faire pour cet exposé m'a conduit à la conclusion que les préjugés antisémites ne sont pas le facteur déterminant dans la prise de position de l'Union européenne. Pas du tout. Mais ça, je le laisse pour après. Mais c'est ça puisque, comme la présentation a porté sur l'antisémitisme qui déferle sur l'Europe, et pas seulement sur l'Europe, mais notamment sur l'Europe, je tiens tout de suite à vous dire ça d'emblée. Maintenant, il faut comprendre que l'Union européenne s'est terriblement investie dans le processus de paix, comme aucun autre État. Quand je dis terriblement investi, je veux dire qu'il faut comprendre que l'objectif de cet investissement, ça a été de faire réussir les accords d'Oslo. Autrement dit, les accords d'Oslo ont été considérés comme un compromis historique entre Israël et l'OLP, et l'Union européenne a considéré que son devoir, c'était de s'investir massivement pour assurer la réussite de ce processus. Et aucun autre État, même pas les États-Unis, n'ont consacré autant de moyens, pas seulement financiers, j'y arriverai tout de suite aux moyens financiers, mais de moyens politiques, d'énergie politique, d'énergie diplomatique, de cadre, de conceptuel, à la promotion de ce processus comme l'Union européenne. Je vous cite, juste pour mémoire, les éléments de cet arsenal. Alors vous avez un accord intérimaire entre l'Union européenne et l'autorité palestinienne. Vous avez un représentant spécial pour la promotion du processus de paix au Moyen-Orient. Vous avez une assistante spéciale pour combattre le terrorisme qui est accordée à la... Vous écoutez bien ce que j'ai entendu. Une assistante spéciale de plusieurs millions de dollars par an, ça date de 1995, ça a commencé, pour aider l'autorité palestinienne à combattre le terrorisme. Vous avez, bien sûr, le processus de Barcelone qui ajoute pas mal de cadres de soutien à ce processus, et vous avez une aide financière phénoménale. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'à peu près 180 millions d'euros par an que l'Union européenne accorde pour différents projets à l'autorité palestinienne. En plus, il faut compter 35 millions d'euros pour le soutien apporté à l'UNRWA, qui est une partie intégrante, notamment sur le plan de l'éducation, puisqu'un des services fondamentaux de l'UNRWA, c'est justement l'éducation. Je ne parle pas d'autres aides, notamment au plan de l'aide de l'assistance humanitaire, je me contente de ceci. Cette aide, donc qui annuellement est supérieure à 200 millions d'euros, et qui d'ailleurs a été un peu plus supérieure au moment de... après Chomat ou Maglen, elle a un peu augmenté, mais enfin, j'en parle en détail. Cette aide constitue 55% de l'aide internationale à l'autorité palestinienne. Vous m'entendez bien? Uniquement celle de l'Union européenne. Je ne parle pas de l'aide également de certains pays européens, membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Uniquement l'Union européenne. 55% de l'aide internationale à l'autorité palestinienne, aide internationale qui est coordonnée dans un cadre qui s'appelle le Forum des donateurs, qui a été créé en décembre 1993 à Washington, à l'initiative des Américains et de Warren Christopher,
pour justement aussi aider le processus, et on a commencé à mobiliser les moyens. Sur la période 1994 à 2003, on a mobilisé, c'est-à-dire les pays donataires, ça devrait une quarantaine de pays et 8 organisations internationales. Ensemble, ils ont mobilisé 7,5 milliards de dollars, dont seulement la moitié a été effectivement utilisée. Mais quand même, presque 4 milliards de dollars, c'est une somme pour une telle période. Et 55% de cette somme a pratiquement été assurée par l'Union européenne. C'est beaucoup. Alors, l'éducation a toujours été considérée par l'ensemble des pays du Forum des donateurs comme un secteur clé. C'est pourquoi près de 15% des fonds sont investis dans l'éducation, dans la création d'un système d'éducation palestinien. Alors, pour clore cette présentation, je voudrais dire que la personne qui incarne mieux la Commission, l'Union européenne et le commissaire chargé des relations extérieures, M. Chris Patten, a exprimé à différentes occasions, mais notamment à une occasion, l'importance qu'il accordait à l'éducation, et notamment, je cite, au contenu des manuels scolaires, qui est très important pour semer les graines de la paix dans l'esprit des nouvelles générations. Ça date du mois de mai 2001. Alors je vous cite ceci, cette présentation, parce que on peut se poser la question de savoir quels ont été, on fait un espèce de bilan. Mais le sujet qu'on m'a demandé de traiter, ce n'est pas de faire un bilan, mais de dire quelles ont été les réactions de l'Union européenne à l'incitation dans les manuels scolaires palestiniens. Ce titre nécessite quelques explications. D'abord, il faut savoir que l'Union européenne s'est fait de pas mal d'éléments qui chacun ont leur personnalité, leurs prérogatives. Vous avez d'un côté le Parlement européen, vous avez de l'autre côté la Commission européenne, qui est en somme le gouvernement, vous avez également le Conseil européen, qui est une espèce d'association au niveau des ministres des différents pays, qui joue un rôle pas négligeable non plus, mais dans notre sujet, il n'a qu'une fois une occasion de jouer un rôle important, mais enfin, il existe quand même. Et vous avez bien sûr la machine administrative, l'appareil, qui joue un rôle décisif dans le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment de la Commission, parce que c'est son travail qui est en fin de compte sur laquelle la Commission se fonde, pour également le Parlement, mais d'une manière différente. Toujours est-il que ces trois acteurs, pour simplifier les choses, sont l'Union européenne. Et chacun a eu des positions différentes sur le sujet qu'on doit traiter, enfin que je dois vous traiter. Autrement dit, vous allez voir qu'il y a une espèce de dynamique qui s'est produite et qui a beaucoup compté pour engendrer les réactions que je vais maintenant vous décrire. Alors d'abord, le premier point, la première réaction, c'est qui a soulevé le problème? Le problème a été soulevé par des parlementaires européens. Ce sont eux qui ont posé des questions sur la base, effectivement, de nos rapports, et pas seulement de nos rapports. Notamment, plusieurs parlementaires ont fait référence à un débat au Parlement italien sur la base de deux articles publiés, effectivement, sur la base de nos rapports, mais qui avaient provoqué un débat très houleux au Parlement italien, qui avait conduit à la suspension de l'aide italienne, notamment au centre de développement du curriculum palestinien. Mais l'essentiel, c'est venu de parlementaires qui ont lu nos travaux, qui ont reçu des éléments simplifiés de nos travaux.
En France, nos travaux ont été, les travaux de CMIP, ont été synthétisés dans une petite brochure d'une trentaine de pages, avec de très belles illustrations, qui a été produit à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, qui a atteint presque tous les hommes politiques qui comptent en France et en Europe. Et pas mal de députés, vous savez, les députés ont un temps limité pour travailler, comme toute personne occupée, ont utilisé ce matériel. Et donc, sur la base de ce premier rapport, qui a été publié au mois de septembre 1998, mais vous voyez, ça a pris du temps. Ce n'est qu'à la fin de l'an 2000 que les premières questions ont commencé à être posées. Ça a pris presque 2 ans jusqu'à ce qu'on commence à poser les questions. Et donc, ce sont les parlementaires européens. Il y en a beaucoup, ce n'est pas seulement que M. Zimray. On pense toujours à M. Zimray. Il faut effectivement le souligner, parce qu'il a été le premier au Parlement européen, mais pas le seul, loin de là. Et il y a toute une liste. Il y a M. Rick Van Damme, il y a Olivier Dupuy, il y a Frédéric Ries, il y a David Bau, il y a Willy de Clercq, il y a Thérèse de Villiers, il y a M. Galler, il y a M. Armin Laschet, il y a Elmar Brok, il y a Ilka Schröder, qui est venu ici faire un exposé, je pense, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. 1er janvier. Donc, il y a tous ces parlementaires-là, ce n'est pas seulement que Zimray. Alors, quelle a été la réaction à ces questions? D'abord, quelles ont été les questions posées? Je vous ai fait une liste des questions posées. L'Union européenne finance-t-elle directement ou indirectement les manuels utilisés par l'autorité palestinienne? La Commission ne doit-elle pas exiger la suppression des passages antisémites de ces manuels? La Commission est-elle avertie de ce qu'il y a des manuels antisémites et anti-israéliens dans d'autres pays du Moyen-Orient? La Commission s'assure-t-elle que l'emploi des fonds est conforme au but de la promotion de la paix? Quelles sont les mesures pour éviter que les fonds ne soient utilisés à inciter à la violence et à la haine contre le peuple juif et le processus de paix? Le respect des droits fondamentaux et des accords d'Oslo est-il une condition sine qua non de l'octroi des aides? L'aide à l'UNRWA ne doit-elle pas être aussi conditionnée? Quelles ont été les mesures prises par la Commission pour éviter que ce genre de situation ne se répète? La Commission est-elle d'accord avec ce que lorsque le bénéficiaire de fonds prône des valeurs contraires à la Charte européenne des droits, il ne puisse plus avoir le droit de bénéficier de ces fonds? Ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Une liste intéressante. Quelles ont été les réponses de la Commission à ces questions? Pratiquement toutes ont été éludées. La Commission n'a répondu que partiellement à la première question. Ça a été sa première réaction. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire partiellement à la première question? La première question, c'est est-ce que l'Union européenne finance-t-elle directement ou indirectement les manuels scolaires? Alors, de toutes les autres questions, il n'y a pas eu du tout de référence. Pas de réaction. Il y a eu simplement la Commission s'est centrée, du moins le commissaire, il faut être juste, le commissaire aux affaires extérieures, Chris Patten, s'est centré uniquement sur cette question. Est-ce qu'il y avait financement direct ou indirect? Et bien sûr, sa réponse, ça a été de dire, ce n'est pas nous, nous ne sommes pas responsables, nous ne finançons que des infrastructures, des bibliothèques, des cantines, des salaires, mais nous ne finançons pas le développement, la production, l'impression des manuels qui, elles, est assurée, ou qui, elles, sont assurées par les pays membres tels que la Finlande, la Hollande, l'Irlande, l'Italie et la Belgique. Au surplus, nous, Commission, nous, Union européenne, nous n'avons pas le droit de contrôler et d'interférer dans les projets des pays membres. Ça nous est interdit. Vous entendez bien ce que je vous dis là? Voilà quelle a été la première réaction. Autrement dit, on a éludé presque tout, mais on a répondu d'une manière très partielle en disant c'est pas nous. Il y en a d'autres qui sont responsables et nous ne pouvons rien faire, puisque nous ne pouvons pas les contrôler. Cette position n'a pas du tout été acceptée par les membres du Parlement européen.
et pas seulement par ceux qui avaient posé les questions. Ça, il faut le savoir, parce que ça indique quelque chose d'intéressant et qui également donne un espoir. Alors, il y a 2 documents qui montrent que le Parlement européen n'a pas accepté cette position, cette explication très partiale et partielle de la part de la Commission. Le premier, c'est un document qui est c'est un quitus donné à la loi de finances de 1999. Quitus, c'est-à-dire que le Parlement doit entériner la clôture de l'exercice budgétaire. Donc, il l'a fait en 2001. Au mois d'avril 2001, le Parlement a donné le quitus sur l'exercice budgétaire de l'année 1999 du Parlement européen, de l'Union européenne. Et dans ce quitus, il y a la chose suivante. L'Union européenne, en tant que principal donataire de l'autorité palestinienne, devrait s'assurer que son assistance promeut la réconciliation et la paix. La Commission devrait s'assurer que son soutien à l'éducation palestinienne ne contribue directement ou indirectement à financer des expressions de haine raciale, mais au contraire, que son désir de jouer un rôle dans le processus de paix ait pour résultat la promotion de la paix et la réconciliation parmi la jeune génération dans une région où les peuples ont été l'objet de terrorisme depuis très longtemps. J'insiste, la Commission devrait s'assurer que son soutien à l'éducation palestinienne ne contribue directement ou indirectement à financer les expressions de haine raciale. Ça, c'était déjà une première mise en garde. Mais la deuxième mise en garde, qui est encore beaucoup plus claire, c'est celle qui figure dans un amendement à la loi de finances de l'Union européenne de 2002, qui a été voté au mois de décembre 2001, et qui dit la chose suivante, dont on dit le Parlement européen, en adoptant le budget de l'Union européenne, a introduit un amendement 177, il est très connu sous cette forme-là, il dit la chose suivante. Les crédits ne doivent pas servir à soutenir des actions, des projets ou programmes qui favorisent des principes ou conceptions incompatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne, mais au contraire être réservés des projets favorisant la paix et la réconciliation, ainsi que la disparition progressive de la haine. Bon, ça paraît un texte assez général, mais la justification de ce texte est, elle, extrêmement claire. C'est un avertissement qu'on en voit rarement. Je cite, « La Commission doit veiller à ce que le financement européen ne soit utilisé par l'Union européenne ou par des institutions multilatérales qu'à promouvoir des autorités ou des programmes et manuels scolaires dont respectivement les actions ou les contenus sont en conflit avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne. » Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? L'Union européenne ne peut pas aider des autorités, c'est l'autorité palestinienne, dont les actions pourraient être en conflit avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Autrement dit, on dit à la Commission, vous avez un devoir général de responsabilité. Vous ne pouvez pas dire, vous ne financez pas l'éducation, les manuels scolaires, c'est d'autres, vous ne faites que financer les infrastructures.